Donc ce soir, c'est un petit webinaire sur, l'identification des talents. Ça, c'est une thématique que moi j'ai travaillé il y a 5 ans lors de mon mémoire de master avec la Fédération française de cyclisme. Le but, c'était de redéfinir l'identification des talents et le programme de détection en vue des JO de Paris 2024. Donc c'est une thématique qui est très, très vaste. Il y a énormément de disciplines qui ont mis en place des programmes de détection. Je pense notamment au football où voilà, les clubs de foot, ont un programme de détection énorme avec des moyens colossaux, avec des scouts aux 4 coins du monde qui permettent de repérer, identifier et recruter des joueurs. Donc du coup, voilà, eux, c'est vraiment très, très important. Et il y a d'autres disciplines où c'est encore secret, notamment dans le cyclisme. Il n'y a pas encore eu de recette miracle qui a été publiée, donc on va essayer de faire un gros état des lieux de cette thématique et puis, on va voir tout ça au fur et à mesure. Donc pour commencer, pourquoi, l'identification des talents est très important? Car c'est un enjeu sportif et politique. Quand on regarde les médailles aux jeux olympiques, aujourd'hui, c'est les plus grosses puissances qui trustent les premières places, des classements des médailles. On regarde les USA depuis des années sont premiers, les Anglais, la Russie, l'Allemagne, la France a un petit peu perdu. On remarque aussi que les Anglais, depuis 2004, ils ont passé la vitesse supérieure et tout comme la Chine. La Chine, ça fait à l'époque, ils étaient pas du tout dans les classements et aujourd'hui, en fait, eux, ils ont mis des programmes de sport en place avec des moyens énormes et ça, c'est très, très important aujourd'hui. C'est vraiment un enjeu sportif et politique de ramener des médailles et de montrer que, notre nation ramène des médailles. Donc là, se on va se préciser sur l'exemple de British Cycling. Donc, je suis tombé sur leur site il y a pas longtemps et j'ai découvert en fait que, dès l'âge de 5 ans, en fait, ils font des évaluations. Donc OK, au début, ils détectent pas, mais en fait, à partir de 5 ans et les jeunes, on les envoie vers le développement des clubs. Donc du coup, en fonction des thématiques, en fonction des disciplines, je pense qu'ils touchent un peu à toutes les disciplines, mais on essaye de les envoyer vers une discipline où ils ont plus de qualité. Donc en fait, entre 12 et 14 ans, à partir de 12 ans, ils sont évalués et à partir de là, on les envoie vers une discipline, c'est la phase de développement. Donc là, ici, il y a encore des on favorise une discipline plus que les autres, mais il y a quand même, possibilité de pratiquer plusieurs disciplines et à partir de 14 ans, là, on rentre vraiment dans les fondations de comment obtenir les médailles, quoi, chez eux. C'est très important. Il y a très peu de transferts. Peut-être à 16 et 18 ans, il faut encore un peu de transfert, mais à partir de 14 ans, le coureur est catégorisé vers une discipline. Donc entre 14 et 16 ans, c'est la phase de fondation. Ils sont dans les centres régionaux et à partir de là, on peut dire qu'à partir de 16 à 21 ans, là, ils rentrent un peu dans ils appellent ça les potentiels, podiums potentiels. Donc c'est là, je pense qu'ils ont mis des minima et cetera et une fois 21 ans, là, ils rentrent un peu dans, on va dire, le gratin du cyclisme anglais et c'est voilà, ils peuvent jouer les médailles. Donc voilà, eux, ça commence très, très, très tôt. Sauf que voilà, aujourd'hui, ils publient pas non plus à partir de 5 ans quels tests ils font et cetera. Donc c'est assez compliqué de se dire, voilà, j'essaye de mettre des hypothèses. Et donc, si on compare aussi maintenant on regarde un petit peu, pardon, ce qui se passe dans les équipes. Moi, aujourd'hui, on peut regarder chez Groupama FDJ. Donc, ils font un peu du développement à long terme, c'est-à-dire que les juniors, ils les accompagnent. Ils sont pas au sein de la FDJ, mais ils ont du matos, ils participent au stage, ils peuvent avoir l'appui d'un entraîneur. L'idée, c'est que ces juniors-là intègrent ensuite la Groupama FDJ Continentale. Donc, ensuite, quand ils arrivent en Continental, ils sont en U23 espoir. L'idée, c'est de continuer leur développement pour les faire passer pro, pour les faire passer World Tour. Et eux, d'après les interviews que j'ai lues, comment ils procèdent au recrutement des juniors et de la U23, en fait, c'est à partir du scoutisme. Ils vont sur les courses, ils vont regarder les résultats, mais aussi à partir des données. Donc, ils regardent le profil de puissance, et cetera, pour évaluer la marge de progression des coureurs. Donc, du coup, ensuite, on passe sur l'identification des talents. Donc là, c'est quelques définitions. Les Bon, apparemment, l'animation ne fonctionne pas, mais en fait, ça devait défiler. Donc c'est un processus qui consiste à réaliser un jugement sur les capacités d'un athlète et lui donner les moyens dans le domaine où ses capacités sont adaptées. Donc je vais vous les lire, mais vous pourrez les lire aussi. Donc pour les jeunes athlètes, il est important de les identifier sur des capacités futures et non actuelles. Donc c'est bien essayer d'identifier des qualités pour performer plus tard et pas à l'instant T.
Le talent peut être défini comme une capacité innée. Chez le sportif, il se caractériserait par des compétences au-dessus de la moyenne et former et espérer obtenir le meilleur de ses athlètes. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de préparer l'avenir et c'est pas de performer le jour J. Donc le processus de détection, en fait, c'est assez simple à dire comme ça, c'est assez simple à visualiser, mais sur le terrain, c'est plus compliqué. L'idée, c'est on détecte, on définit des critères, on teste les jeunes via des tests où on a des paramètres et on se dit, bon, bah voilà. À partir de là, on identifie ceux, par rapport aux critères, ceux qui sortent du lot. Ceux qui sortent du lot, ensuite, on les sélectionne. On se dit, bon, voilà, peut-être 10 sortent du lot, mais on n'en prend que 5. On les sélectionne et ces 5-là passent au développement. Le développement, on continue. En fait, il faut les retester, etc., pour voir s'ils continuent à passer les critères ou non. Donc, c'est assez simple à visualiser, mais sur le concret, vous allez voir, c'est complètement différent. Donc, moi, quand je me suis mis il y a 5 ans dans cette idée de détection et d'identification des talents, je me suis retrouvé un petit peu je me voyais un peu comme au casino, où il fallait que je mise sur le rouge ou sur le noir, ou à la fois aussi un juge. Je me suis dit: «Quels tests peuvent être efficaces? Quoi évaluer? À partir de quel âge? Et surtout, quel recul par rapport à ces tests, par rapport à ces âges, par rapport à ces résultats?» Donc c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit: «Parier et juger». En fait, on fait un pari sur l'avenir et on juge. Donc, heu, donc là, on va passer sur qu'est-ce qu'un talent? Alors ça, c'est une grosse étude qui m'avait plu qui est sortie en 2017, c'est encore par rapport aux Anglais. C'était sur comment, eux, ils avaient cherché, ils avaient mis un gros groupe de chercheurs sur, ils s'étaient dit: «Voilà, il faut qu'on ramène des médailles», donc ils ont mis des entraîneurs, ils ont mis des scientifiques et ils se sont dit: «Il faut qu'on ratisse le plus possible pour savoir qu'est-ce qu'un talent et quels paramètres peuvent influencer un talent». Donc en fait, il y a des facteurs internes, donc les flèches bleues et les facteurs environnementaux, les flèches vertes. Donc on va commencer par en haut à gauche, donc c'est les facteurs génétiques. Il y a plusieurs études qui ont montré que la génétique peut influencer la performance sportive. Il y a par exemple, plusieurs études qui montrent que si on a un allèle qui correspond, un peu plus à l'explosivité et bah, du coup, on est un petit peu moins endurant et inversement, si on a l'allèle qui permet d'être plus endurant, on sera un petit peu moins explosif. Donc du coup, un sprinter ne deviendra peut-être pas forcément un marathonien s'il n'a pas le fond. Donc ensuite, on passe sur sa date de naissance. Donc là, il y a plusieurs études qui montrent que peu importe la date où on est, ça peut ne pas influencer ou ça peut influencer. Et il y a d'autres études aussi qui montrent que tous ceux qui sont les plus jeunes en fin de catégorie, donc admettons un KD1 qui est de novembre ou décembre, il va subir plus que le KD2 qui est de janvier parce qu'il y aura vraiment les 2 ans d'écart. Donc du coup, ça, c'est un problème que les fédérations, ils essayent de corriger. Ensuite, on passe sur les paramètres anthropométriques. Bon, là, il y a clairement des disciplines où les paramètres anthropométriques donnent des avantages. Je pense au rugby, au volley, au basketball, où voilà, le jeune est très bien taillé, il peut très vite s'en sortir comparé à un petit jeune qui est frêle, qui a le même âge, mais qui n'a pas encore eu son pic de croissance. Ensuite, il y a toutes les habiletés mentales psychologiques. Donc là, il y a plusieurs études qui montrent qu'un jeune talent, il a des capacités mentales beaucoup plus tôt que les autres athlètes, notamment tout ce qui est confiance en soi, motivation. Et lorsqu'il est en compétition, il supporte mieux la pression, il sait ce que c'est l'adversité, etc. Et eux acquièrent ça très, très, très tôt. Donc c'est important. Et ensuite, il y a tout ce qui est paramètres physiologiques. Voilà, s'il a de la chance d'avoir un très bon moteur, etc., ça va influencer les résultats. Et ensuite, on arrive sur les facteurs environnementaux. Donc, on ne le pense pas forcément, mais dans la ville où se situe le jeune, ça peut influencer son avenir et sa carrière. Il y a une étude qui a montré qu'en hockey sur glace au Canada, il y a la plupart des jeunes sont issus de villes moyennes. Bon, il faut que les villes ont des infrastructures pour faire du hockey, donc des infrastructures, mais du coup, en fait, c'était que les entraîneurs ont plus de temps, plus de disponibilité aux jeunes que dans les grandes villes, où dans les grandes villes, ils sont peut-être overbookés, ils n'ont pas assez de temps pour individualiser l'entraînement. Donc du coup, c'est important. Et aussi, voilà, je pense notamment, par exemple, pour nous en France, comme il n'y a pas énormément de pistes, bah voilà, si un coureur habite dans un endroit où il n'a pas de piste autour de lui, il ne va pas forcément être orienté vers cette pratique, alors que celui qui habite à côté d'une piste, il va les pratiquer. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a
les entraîneurs que les jeunes rencontrent, parce que voilà, les entraîneurs, c'est ceux qui participent au développement. Donc si un entraîneur est réfléchi, se dit: «Bon, bah, voilà, au niveau entraînement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?» Donc c'est très, très important que de les faire juste, par exemple, pour nous dans le vélo, les faire rouler, 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 c'est pas forcément important. Alors qu'on sait que dans l'entraîneur a un rôle au niveau de la gestion de l'effort et cetera, très important et plus on acquiert ça tôt, plus c'est bien. Et ensuite, il y a la famille. Au début, les parents doivent encourager les jeunes à pratiquer plusieurs disciplines pour obtenir une expérience, obtenir des habiletés motrices et psychologiques et tout ce qu'on peut penser qui est intéressant. Ensuite, les parents vont un peu orienter le jeune à pratiquer une discipline plus qu'une autre. Donc ça, c'est se spécialiser. Et une fois que le jeune se spécialise et qu'il est encadré par le staff, les parents, en fait, ont juste un rôle de supporter, ils encouragent, ils sont là pour les bons moments et les mauvais moments. Et là où c'est aussi important, les études soulignent que c'est les parents qui n'ont pas réussi à faire carrière et qui voudraient que leur jeune fasse carrière. Ils sont prêts à tout et n'importe quoi pour que le jeune obtienne un résultat et limite soit repéré, mais derrière, c'est très bancal. Donc c'est là où ça complique la chose. Donc nous, à la Fédé, ce qu'on avait mis en place il y a 5 ans, c'était sur comment évaluer. Donc on avait mis donc normalement il y a l'ordre, mais là je peux pas mettre la présentation. Donc du coup, sur le côté psychologique, pour moi, ce que j'avais ressorti, c'est que c'était très compliqué. Moi, c'est une thématique que je maîtrise très, très peu et dans les peu d'études que j'ai lues, c'est que chez les jeunes de 14-15 ans, ça varie très vite, en fait. Il suffit qu'ils ont une bonne nouvelle, ils sont très, très bien mentalement, ils sont motivés et le lendemain, admettons une déception amoureuse et c'est la fin du monde, tout s'arrête et cetera. Donc ça, c'était vraiment compliqué, c'était à prendre avec des pincettes. Je savais pas comment évaluer et tester un jeune sur le côté les traits psychologiques. Il y a beaucoup de questionnaires, mais voilà, on le fait quand, comment? Ça, c'est encore des questions que aujourd'hui j'ai pas de réponse. Donc ensuite, on avait mis en place, le test de PMA. C'était un test qui permet d'évaluer clairement le moteur, un test à paliers. Pourquoi le test à paliers? Là, la gestion de l'effort ne rentre pas en compte. Le coureur a juste à passer le plus de paliers possible, on le conseille sur la cadence et plus il passe de paliers, tant mieux c'est pour lui. Donc du coup, il y a pas de gestion de l'effort. Ça permet de voir entre un coureur qui a une expérience, une expertise en gestion de l'effort et un coureur qui a pas d'expertise mais qui a un moteur. Bon voilà, ça les watts sortiront. Ensuite, on avait évalué les capacités glycolytiques et la Pmax via des sprints. Donc en fait, on faisait un simple profil force-vitesse avec 3 sprints de 8 secondes et une résistance différente. Et ensuite, on faisait un sprint de 30 secondes avec une résistance intermédiaire pour voir un Wingate quoi, classique. Et ensuite, bah voilà, tout ce que est, par exemple, pour BMX VTT, bah, il y a la partie technique qui est très très importante. Et ça, les entraîneurs nationaux me l'avaient souligné que en BMX VTT, il faut une très très bonne technique. Il faut peut-être pas être forcément le meilleur physiquement. Si techniquement on est le meilleur, on va gagner du temps comparé à celui qui a un gros gros moteur mais qui ne sait pas virer. Bah, ça sera plus compliqué pour lui. Et donc, quand on fait un test, bah, ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on peut tomber sur des jeunes qui ont une expertise plus importante que d'autres. Donc sur l'instant T, ça peut jouer. Il y a aussi l'entraînement. Entre un cadet qui roule, 5 fois dans la semaine et un cadet qui roule qu'une fois dans la semaine, bah, ça va influencer le résultat le jour J. Aussi le pic de croissance, entre un cadet qui a déjà eu son pic de croissance passé et l'autre qui ne l'a pas encore passé. Bah, voilà, le développement physique va influencer, le résultat final. Là, il y a une étude récente qui est sortie, elle est toute récente, c'est sur le résultat sportif. Donc c'est une étude qui est basée sur l'Italie, sur la Fédération italienne de cyclisme. Donc les auteurs, eux, ils ont regardé sur 1345 athlètes leurs résultats chez les jeunes, sur leurs classements nationaux U17, U19, U23, et ils ont remarqué que tous ceux qui sont passés pro, ils avaient les meilleurs, ils étaient parmi les meilleurs chez les U17, chez les U19 et les U23. Donc du coup, nous, on peut dire, regardez le classement Direct Vélo junior et espoir, U23, on peut peut-être se dire que parmi les meilleurs de ces classements, il y en aura une bonne partie qui passera pro. Et donc du coup, en conclusion, moi ce que à retenir aujourd'hui sur, la détection des talents, c'est que premièrement, il faut observer et évaluer la technique du coureur. Je pense par exemple sur piste, le passage de relais, le démarrage et cetera. C'est toutes des choses qu'on ne peut pas évaluer via des tests, mais avec l'œil, avec l'expertise d'un entraîneur, on peut se permettre de dire: «Bon, bah, voilà, il a des qualités là-dessus, il se débrouille pas trop mal». Il faut aussi prendre en compte l'entraînement lorsqu'on évalue. C'est très simple d'évaluer et de se dire: «Bon, bah, il est très bon», mais si comme je disais juste avant, s'il s'entraîne 10 heures par semaine
il est peut-être déjà à fond. Et donc ça colle avec le suivi longitudinal et la récurrence des tests. Moi, je partirais sur faire un suivi, faire un test peut-être tous les 6 mois ou tous les ans, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il fait à l'entraînement pour se dire: «Bon, bah, voilà, on remarque qu'il progresse, mais oui, il a pris du volume d'entraînement». Après, on peut prendre aussi en compte les résultats des compétitions. Donc nous, en France, ça marche pour, la route, le VTT. La piste, il y a très peu d'épreuves nationales ou des épreuves régionales. Donc là, ça va être compliqué de se dire: «Bon, bah, voilà, lui en poursuite, il peut être performant parce qu'il suffit qu'il fasse 3 poursuites dans l'année où ils sont que 3 au départ, il gagne». Est-ce que le résultat est significatif? Je ne suis pas certain. Et surtout pour terminer, il faut accompagner le développement du talent. OK, aujourd'hui, on détecte un jeune qui a peut-être un fort potentiel, mais son apprentissage n'est pas terminé. Donc du coup, faut vraiment continuer à essayer de le développer et de l'amener vers le plus haut niveau. Donc voilà un petit peu moi pour, ce que j'avais à dire sur l'identification des talents à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est une thématique, très, très vaste, hein. Moi, j'aimerais bien tomber sur une publi qui sort vraiment la recette miracle en disant: «Tel type de test, tel type de test». J'essaye de me creuser la tête, j'essaye de voir ce qui se fait dans d'autres disciplines. Là, j'essaye de rentrer en contact avec, des responsables, d'effectifs pro dans le foot pour voir un petit peu comment eux ils ratissent et qu'ils essayent d'attraper les pépites pour l'avenir. Alors une petite question, j'avais vu cette étude italienne et j'étais un peu étonné car ça va à l'encontre de pas mal d'études qu'on voit dans d'autres disciplines, notamment en athlée où la corrélation jeune champion était justement très peu établie et corrélée. Yes, moi c'est ce que j'avais vu aussi au début sur d'autres études dans d'autres disciplines qui indiquaient que les les meilleurs sortent pas forcément du lot chez les jeunes et là celle-ci elle va un peu à l'encontre. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que moi j'ai mis l'hypothèse, est-ce que nous, du coup, on pourrait faire ça avec Direct Vélo et voir si ça fonctionne ou non? Et et ça, c'est vraiment compliqué et de se dire: «Bon, bah, voilà, est-ce que celui qui gagne le classement Direct Vélo en junior va passer pro?» Tout est à prendre en compte. Mais ouais, cette étude-là, elle est intéressante. Ça montre vraiment que les jeunes, bah, les mecs qui sont passés pro, bah, quand ils étaient juniors et espoirs, ils étaient déjà parmi les meilleurs. Donc c'est intéressant. Et je me pose la question si du coup pour les eux, ils se sont basés sur les U19 parce que peut-être sur le même système qu'en France, c'est qu'en cadet, il y a pas de classement national. Donc du coup, ils ont fait les U19 et nous, quand on regarde aujourd'hui les meilleurs U19, ils sont tous partis de la AG2R U19, les autres ils sont suivis par FDJ. Donc du coup, voilà, ça fait déjà des juniors qui sont très professionnalisés. Donc on a une autre question. Alors, pour toi, à partir de quelle catégorie devrait-on s'entraîner sérieusement? Bah, au final, à partir des études que j'ai lues, plus c'est tôt, mieux c'est, en fait. C'est que ça va à l'encontre un peu de ce qu'on dit que le jeune devrait se développer, mais si à 10-12 ans, on commence à l'amener vers une certaine expertise, c'est du temps qu'on gagne sur les années suivantes. Donc et quand on voit, par exemple, les Anglais qui, à partir de 5 ans, ils essayent un peu d'orienter les jeunes vers la pratique d'une discipline plus qu'une autre, ça peut porter ses fruits sur l'avenir, surtout que, par exemple, admettons, si on commence la piste à 14-15 ans, qu'on n'en a jamais fait, si on met des jeunes sur la piste à partir de 6 ans, ils vont savoir utiliser la piste beaucoup plus facilement et rapidement que d'autres. Et ça, c'est vraiment des qualités qui sont très, très importantes. C'est pour ça, moi, j'essaye d'approfondir un petit peu sur le modèle anglais. C'est sûr, ça fait rêver quand on regarde le nombre de médailles dans toutes les disciplines. Toutes les disciplines, c'est vachement important. Moi, ça me fait un peu rêver de se dire: «Bon, bah, voilà, ils ont peut-être trouvé une recette miracle ou quelque chose qui aujourd'hui fonctionne». Après, si on regarde un peu ce qui se passe en Norvège, j'en ai pas parlé, mais la Norvège, chez les jeunes, il y a pas de classement. Ils font des sortes de compétitions, mais il y a pas de vainqueur. Donc et on les encourage à pratiquer toutes les disciplines. Donc du coup, voilà, ils développent des habilités et une expertise un petit peu dans toutes les disciplines et je n'ai plus l'âge en tête, mais je crois que c'est à partir de 12 ou 14 ans, on leur demande un petit peu de s'orienter vers une discipline, un peu plus spécifique. Mais avant ça, il y a pas d'orientation vers une discipline. On les encourage juste à pratiquer.
Alors, j'ai une autre question. Tu as parlé des plus petites villes qui étaient un avantage. Est-ce que dans les plus petits pays aussi? Par exemple, la Slovénie. Du coup, on pense direct à Pogačar et à Roglič. Heu, alors ça, j'en suis pas forcément convaincu. En fait, je dirais qu'il faut prendre en compte surtout, OK, les petites villes, c'est important, c'est pour le côté d'avoir le moindre admettons pour un club, on va dans une grande ville, un grand club, peut-être qu'il a 20 ou 30 un entraîneur va avoir 20 ou 30 coureurs à superviser à l'entraînement du mercredi et dans une plus petite ville, je vois à côté de chez moi, j'ai un petit club, l'entraîneur a 3 ou 4 coureurs à superviser. Donc en termes de correction, analyse, encouragement, il est beaucoup plus disponible que s'il en aurait 30. Donc du coup, il y a OK, il faut avoir le staff nécessaire, mais aussi il faut avoir les compétences du staff. Donc du coup, est-ce qu'en Slovénie, le cyclisme chez les jeunes est développé et a des entraîneurs, qualifiés? Ça, je sais pas du tout comment ça se passe là-bas. J'ai pas cette réponse-là. J'aimerais bien parce que voilà, là on regarde la Slovénie, ils ont cartonné Milan-San Remo, ils ont cartonné, Paris-Nice et Tirreno. Pour un petit pays, ils rayonnent pas mal en ce moment sur la discipline cycliste. Bon, bah, du coup, s'il y a plus de questions, on va pouvoir quitter ce webinaire. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a une question qui arrive. Est-ce que vous vous basez sur les valeurs de référence pour les différents tests comme l'échelle de Kogan qui soit spécifique à chaque catégorie? Et ben, justement, c'était un peu la problématique de Kogan, c'était d'avoir sorti des critères. Donc oui, c'est sûr, nous à la fédé, on avait commencé à regarder. Oui, on a des critères de performance sur les coureurs élites aujourd'hui. On sait les valeurs qui sortent, mais le plus compliqué, bah, moi, il y a 5 ans, c'était compliqué de retrouver les tests, par exemple, au sprint d'un Greg Boger quand il était cadet. Parce qu'ils n'avaient pas forcément les outils pour évaluer. Et c'était la conclusion de mon mémoire de master quand on m'a demandé ce que vous mettez en place, est-ce que vous en êtes sûr? Et moi j'avais répondu que je ne pouvais pas certifier ce que les tests qu'on allait mettre en place allaient être, allaient être intéressants ou pas intéressants. Et c'est pour ça, là, je parle d'avoir du recul. Avec le Covid, et cetera, c'est un peu compliqué la chose. Mais, par exemple, j'ai des résultats de cadet, j'ai un Romain Grégoire en KD1, KD2. Donc du coup, on pourrait se dire, bon, bah, voilà, maintenant avec les profils de puissance, c'est avec les profils de puissance, on pourrait voilà, KD1, il sortait tant de watts, son profil de puissance était comme ça. KD2, il a progressé, son profil de puissance était comme ça à la fin de l'année. Junior 1, junior 2. Et en fait, l'idée, ça serait de sortir des tendances en se disant, bon, bah, voilà, un Romain Grégoire type, en KD1, il était comme ça. Si un autre jeune dans 2 3 ans se rapproche, on peut se dire: «Bon voilà, l'année d'après, on le réévalue pour voir s'il se rapproche d'un Romain Gawar» ou voilà, il faut avoir du recul, il faut avoir des datas et c'est vraiment du big data, c'est de l'analyse et de sortir des tendances et aussi ce comment on juge. Ça, c'est vraiment un gros problème aujourd'hui. C'est on connaît des coureurs qui ont toujours des watts de fou sur des tests sur home trainer et cetera. Ils sont capables de sortir des tests, mais vraiment de malades. J'ai des noms en tête que je peux pas citer, mais ils sont capables de sortir des gros watts, inimaginables et par contre, on les met en course, ils savent pas faire top 10 et ça, c'est compliqué. Du coup, est-ce qu'il est intéressant d'accompagner un jeune comme ça, mais qui a un gros moteur, mais qui a très, très du mal, ou un coureur qui a peut-être un peu moins de watts, mais qui à côté de ça a déjà la science de la course, et cetera. Donc là, c'est encore une autre problématique sur ensuite l'accompagnement et la sélection, mais c'est compliqué. Il y a des références sur les charges que peuvent tolérer les coureurs de 15, 16, 17, 18 ans. J'avais lu qu'un Romain Grégoire, par exemple, bornait déjà sacrément. Ouais, ça, il y a des coureurs qui roulent déjà beaucoup. Par contre, avoir des charges type, j'ai pas forcément ça en tête parce que là, on rentre ensuite dans le développement et ça, le développement, comme pour chaque entraînement, il y a tout à prendre en compte. Est-ce que le coureur est encore scolarisé? Est-ce qu'il est scolarisé dans une section cycliste? Est-ce qu'il a du temps d'entraînement? En fonction de sa section, il a des est-ce qu'il a beaucoup de temps pour s'entraîner? Et ça, c'est vachement important. S'il a du temps pour s'entraîner, bah, tant mieux pour lui, mais s'il a pas de temps pour s'entraîner, c'est compliqué parce qu'il y a déjà les devoirs à mettre en place. Ils ont une double projet, il y a la scolarité qui est à conserver. Donc du coup, comment on fait pour s'entraîner quand le coureur peut rouler que 3 heures dans la semaine? Il fait de l'entraînement le soir,
sachant qu'admettons, s'il commence les cours à 8 heures, il fait 8 h 18 h ou 8 h 17 h 30, le temps de rentrer chez lui, faire de l'entraîneur, faire ses devoirs. Avec la fatigue accumulée, je pense que ça peut être très compliqué. Et ça va être peut-être un coureur qui va se découvrir sur le tard. Et voilà, c'est toujours là, c'est un peu la loterie du test c'est pour ça que moi je disais que sur les tests, il faut pas se rester figé en se disant: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, lui, il est pas bon, on le met au placard». Bah, non, il est peut-être pas bon à l'instant T, mais il faut on soit capable de se dire: «Voilà, il est pas bon, mais ah, bah, oui, ce coureur-là, il roule que 3 heures dans la semaine. À côté de ça, lui est très bon, il roule 10 heures». Donc du coup, est-ce que celui qui roule 3 heures, si on lui donne plus de temps d'entraînement, est-ce qu'il sera pas aussi bon que celui qui s'entraîne 10 heures? Voilà, c'est la complexité et de se dire aujourd'hui, c'est ça, c'est comment on teste, quels paramètres? Voilà, c'est encore des questions aujourd'hui, bah, voilà, je me gratte la tête, je me dis: «Est-ce que ça va être pertinent?» Et en fait, plus on aura de données, plus on va pouvoir, sortir des tendances et se dire: «Bon voilà, telle tendance, OK, c'est intéressant». On on se rend compte que les coureurs aujourd'hui qui se permet de se dire: «Bon bah voilà, ça, c'est intéressant, on le garde». Lui, tous ceux qui se rapprochent de ça ont une grosse suite à haut niveau. Et en contrepartie, on peut dire: «Bah voilà, on teste ça depuis le début». Aujourd'hui, bah, les meilleurs, ils sont inexistants, ils sont pas là ou il y en a très peu. Du coup, voilà, la pertinence de ces tests, elle est remise en question et peut-être qu'entre temps, ce que je dis là, dans 2 ans, bah, ça tombe, le test paiement, on le fera plus ou voilà, c'est plus on va avoir de données, plus on va se permettre d'avoir des tendances et aujourd'hui, quasi tous les beaucoup de cadets ont déjà des capteurs, des juniors, je pense qu'il y en a 1 sur 2 qui ont un capteur de puissance minimum. Donc du coup, plus on va avoir de données, plus l'idée, c'est d'avoir vraiment pour moi, je pense qu'il faut, c'est un suivi longitudinal. Se dire, voilà, de suivre la progression, la quantification des charges, voilà, pour moi, c'est l'élément clé. C'est de savoir où le coureur va et jusqu'où il est capable d'aller. Ouais, justement, ça rejoint ta réflexion, Clément, d'où l'importance de pouvoir creuser et d'avoir une bonne vue de ce qu'il a fait et ce qu'il fait, et avec la mise en perspective. C'est exactement ce que je te disais, ce que je disais à l'instant. C'est qu'il faut avoir du recul, sortir des tendances, et ça marche peut-être pour lui. Est-ce que du coup, ça va marcher pour d'autres? Et ça serait trop facile de se dire aujourd'hui on fait ça, on en sort un et voilà, il va être champion olympique. Ça serait trop facile et trop beau. Ça serait énorme, mais aujourd'hui, ça fonctionne pas comme ça. Bon, du coup, je vous remercie tous d'avoir visionné mon webinaire. C'était le premier, donc à part le petit cafouillage où apparemment vous n'avez pas vu, les premières présentations. Mais après, si vous voulez, je peux vous l'envoyer en PDF, sans souci. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, sur cette thématique ou sur d'autres thématiques, hein. Avec Rémi et Mathieu, on se tient à votre disposition pour essayer d'approfondir les sujets, de vous apporter un peu, heu, plus d'informations précises. Comme ça, on essaye de faire évoluer le cyclisme dans le bon sens. Allez, bonne soirée à tous.